BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Emmanuel. Frédéric, notre éditorialiste tech à BFM Business. Alors, notre voyage dans le temps nous ramène dans les années 70 aujourd'hui, Frédéric. Oui, c'est un peu ça. Puis d'ailleurs, on peut recoller ça un peu à l'actualité. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup de Sam Altman, OpenAI et tout ça. On se retrouve un peu dans le monde des hippies. Les hippies, dans les années 70, c'est un peu eux qui ont inventé Internet. Ouais, la Silicon Valley du début, voilà, c'était eux. C'était des hippies. Un peu philanthropiques, voilà, un puis peu qu'un beau jour, on désintéressés. rencontrait des ingénieurs de la NASA, un peu plus propres sur eux, des ingénieurs d'IBM, et puis là, ça y est, l'informatique est née. Et bien là, c'est un peu l'idée, c'est Marcel Liu que l'on connaît bien. Qui est notre camarade éditorialiste à RTL. Exactement, qui fait ce livre. Alors, le livre s'appelle tout simplement Les années 70 sont de retour. Alors il illustrait, ça vous fera rire, le combi Volkswagen, le téléphone orange, comme vous connaissez, Valéry Giscard d'Estaing, enfin tout un tas de choses. Et puis, en fait, ce qui fait le lien, il dit, finalement, les années 70, on est en train d'y revenir. Tiens, on prend deux exemples. Luca de Meo qui sort, qu'est-ce qui sort comme voiture Luca de Meo ? La R5. Bon, elle est électrique, mais c'est quand même la R5. Volkswagen, qu'est-ce qui ressort ? D'ailleurs, il est assez sympa, j'aimerais bien faire un petit voyage dedans. Leur dernière voiture, c'est le combi Volkswagen, là, celui des hippies des années 70. Et comme ça, on a le retour des groupes de rock, la conquête spatiale. La conquête spatiale, on est en train d'y revenir. La conquête spatiale, c'était quand ? C'était les années 70. Et donc voilà, il regarde un peu tout ça. Il se dit finalement, là, en 70, il y avait l'inflation, il y avait la lassitude au travail, il y avait les combats féministes. On aimait bien le Formica. On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. On est en train d'y revenir. Alors, il parle des années 70 comme des années mal aimées. Les années 60, c'était un peu les années folles. Les années folles. Les années un peu hippies, les 60 insouciantes. Ouais. Les années 80, c'était les belles années. On avait plein d'espoir sur l'avenir, et puis donc c'est des années 70, c'est un peu calé tout ça. Il prend l'exemple de la voiture, il dit regardez la voiture, dans les années 70, Paris par exemple, c'était dédié aux Solex, aux mobylettes, aux vélos, et puis le discours à l'époque c'était de dire bon, les gars, il faut faire la place aux voitures là dans Paris. Bon, maintenant on revient un peu en arrière. C'était la peur de la pénurie d'électricité, rappelez-vous, en 75, on se demandait si le réseau électrique n'allait pas tomber. Donc voilà, ça, il fait ce parallèle. Sylvain Tesson disait même la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est pas les gilets jaunes, ça ? Mais est-ce que... Alors, on voit bien le côté, la fibre journalistique, c'est malicieux de rapprocher tout un tas de phénomènes, mais est-ce que, finalement, au-delà des rapprochements qu'on collectionne comme ça, est-ce qu'il y a des choses plus profondes, quand même, qui nous rappellent les années 70 ? Oui, alors évidemment, on trouvera toujours le contre-exemple dans tout ça, mais c'est quand même assez bien vu. Alors, il joue sur Internet. Internet, finalement, c'était la télé des années 70. Tout d'un coup, on a dit, on va mettre de la pub sur la télé. Oh non, qu'est-ce qui va se passer ? Internet, c'est un peu la même chose. Quand on a dit, il va y avoir la pub, non, ça va tout gâcher. Bon, finalement, on fait avec. La malbouffe, à l'époque, c'était le veau aux hormones. On dit, non, pas de veau aux hormones, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, c'est pas de méga ferme où on nourrit des animaux, on sait pas trop comment. L'inflation, c'est Conforama. Conforama, c'était le pays où la vie est moins chère. Et ça marcherait très bien aujourd'hui. Et il en a tout un tas comme ça. Mitterrand, la bataille pour le temps de vivre. Vous vous lassez du travail, il faut les 35 heures, donc sont nés de là. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit avec le travail hybride, les gens se sentent moins bien au travail. La musique, elle a été un peu plus violente dans les années 70, elle devient un peu plus aujourd'hui. Les morceaux de rap, tout ça. Voilà, il y a les combats. Non, mais c'est vrai que les airs du temps sont comparables et il y a une forme de cyclicité, effectivement, qui est intéressante. Et puis en plus, c'est super agréable à lire, c'est bien écrit. Oui, et puis pour les gens des années qui sont nés dans les années 60, 70, 80, voilà, il y a plein d'anecdotes. Même pour les jeunes qui voudraient découvrir un peu ce que c'était que les années 70, et ben voilà, on vous recommande donc. On se lève tous pour Danette et on se lève tous pour le livre de Martial. Oui, c'est vrai, ça date de cette époque-là aussi. Donc, Martial, très bien aujourd'hui. Les années 70 sont de retour aux éditions Fayard. Merci Frédéric Simotel. Allez, on retrouve tout de suite notre globetrotter, Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benaouda. Bonjour. Allez, on commence notre tour du monde, Benaouda, par les monarchies du Golfe et leur difficulté à choisir entre Washington
et Pékin. Oui, pas commode, et d'ailleurs, ces monarchies du Golfe ne choisissent pas. La semaine a une fois encore été particulièrement chargée pour les Saoudiens entre les Chinois et les Américains. Eleonora Ardemagni nous livre ici les clés d'analyse, selon elle, dans cet entre-deux. La demi-douzaine de ces monarchies du Golfe, liées entre elles, n'entendent pas choisir. Cette spécialiste de la péninsule arabique à l'Institut italien d'études de politique internationale qui se trouve à Milan, explique que ces États revendiquent en fait un choix multipolaire ou bien un multi-alignement, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine. Première raison essentielle à cela, le Golfe est géographiquement, rappelons-le, au centre de projets d'infrastructures économiques rivaux majeurs, les nouvelles routes de la soie chinoise et ce nouveau projet de corridor économique américain mis en avant, on en a parlé ici, lors du dernier sommet du G20 en Inde. Ces monarchies peuvent aussi se permettre de ne pas choisir, selon cette chercheuse, car elles ont toujours pour elles leurs hydrocarbures, leurs routes maritimes, leurs détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, leurs forces de frappe financière toujours plus croissante, leur rôle diplomatique de stabilisation. Elles peuvent donc d'autant plus ne pas opter que cela ne provoquera pas de casse, je cite, puisque ce golfe arabo-persique est celui des deux mondes. Autre point, l'intérêt de rejoindre le groupe des BRICS en 2024. Le format de ce forum et non d'alliance juridique contraignante réduit pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis la responsabilité et les coûts, je cite, tout en maximisant les bénéfices. Comprendre que c'est susceptible d'accroître les échanges commerciaux et la pénétration économique sans pour autant se lier à une structure formelle, officielle de défiance au bloc occidental que n'est pas justement le cercle des BRICS. Eleonora Ardemagni pense donc que ce multi-alignement va se révéler de plus en plus audacieux entre anciens alliés et nouveaux partenaires. Ouais. Direction la Colombie, Benahouda. Colombie qui est le pays le moins compétitif sur le plan fiscal de tout l'OCDE. Oui, loin des déboires de l'Argentine et encore plus loin de ceux de la Colombie, de l'Argentine. Oh, excuse-moi, je suis... Allez, on reprend. Pardon, excusez-moi. Direction la Colombie, Benahouda, pays qui est le moins compétitif sur le plan fiscal de tous les pays de l'OCDE. Oui, loin des déboires de l'Argentine et encore plus loin de ceux du Venezuela voisin, la Colombie est devenue le dernier membre de l'OCDE. C'était en avril 2020. L'Organisation de coopération et de développement économique, qui se trouve à Paris, est censée aiguiller ce pays sud-américain vers un statut plein d'économie développée. Les analystes à Bogota de l'ICP c'est l'Institut de sciences politiques Hernán Echevarría Olozaga, s'appuie ici sur un rapport d'un groupe de réflexion internationale sur ces questions fiscales, la Tax Foundation. La Colombie occupe la dernière place de l'ensemble des systèmes fiscaux de l'OCDE. C'est donc jugé le moins compétitif, 38e sur 38. Ah ouais. Trois raisons à cela, essentiellement. Le niveau de prélèvement sur la richesse nette, la taxation des transactions financières et puis l'imposition des sociétés qui est la plus élevée. Alors que parallèlement à cela, la taxe sur la valeur ajoutée couvre moins de 40% de la consommation finale. L'assiette de la TVA est donc très étroite, ce qui, je cite, relève des lacunes tant au niveau de la politique fiscale que de son application. Pour autant, tout n'est pas au dernier rang fiscalement s'agissant de la Colombie. C'est exactement l'inverse pour le travailleur qui a un salaire moyen. Le taux de prélèvement obligatoire le concernant est le plus bas de l'OCDE. Et puis, en Colombie, il faut voir qu'il n'y a pas d'impôt sur la succession, ce à quoi s'ajoute celui qui perçoit des dividendes ou réalise une plus-value doit s'acquitter d'un impôt très réduit. Donc, tout ne va pas si mal. L'un dans l'autre, pourtant, la compétitivité fiscale de ce nouveau venu dans l'OCDE est en train de se dégrader, parce que les experts de l'ICP de Bogota ont fait un calcul. Si la Colombie avait été membre de l'OCDE en 2014, donc 6 ans avant la réalité, elle aurait été classée cette année-là au 24e rang et non au 38e. C'est donc pour les autorités à une refondation de l'imposition, de la création économique, de la création de richesses que les autorités doivent s'atteler pour ne pas régresser après cette entrée dans l'OCDE. Et enfin, on ne pouvait pas se séparer, Benahouda, sans que vous souligniez l'importance de la bière artisanale pour l'écosystème économique de l'Ontario. Oui, parce que c'est affaire très sérieuse sur le plan économique pour les Canadiens.
ça a été très relayé dans le pays. Le prix de la meilleure bière du pays vient d'être attribué au début du mois à un jeune couple de Colombie-Britannique, propriétaire d'une petite brasserie artisanale qui pourrait donc ne plus le rester petite longtemps. Et alors là, on est dans l'Ontario, c'est-à-dire de l'autre côté du pays, où la province qui compte pour 38% du PIB canadien. La bière artisanale représente là-bas le segment de croissance manufacturière le plus rapide, tous secteurs confondus. D'après ce document publié par le Centre canadien d'analyse économique de Toronto, le nombre de ces brasseries dans l'Ontario a été multiplié par 4,5 entre 2012 et 2022. C'est un peu leur nouvel Internet à eux. Chacune emploie en moyenne 14 salariés. Leur chiffre d'affaires annuel cumulé à l'échelle de la province, rien que cette province, tend également vers le demi-milliard d'euros. Et cela permet de créer près de 350 millions d'euros d'activités induites dans d'autres secteurs, comme l'emballage, comme la logistique. Sans compter, là aussi c'est très important, l'irrigation financière des zones rurales, du terroir. Mais d'après David Stiff et ses collègues, les vents sont devenus contraires. Parce que la taxation de l'Ontario, par l'Ontario s'est alourdie depuis 2010. Ce qui limite la capacité d'investissement et d'embauche quand même dans ces brasseries artisanales, alors que les coûts d'approvisionnement, eux, comme partout ailleurs dans le monde, augmentent. Ça favorise donc des brasseurs estampillés artisanales, mais qui en fait fonctionnent en réseau, sans rattachement à un terroir. Et puis les canaux de distribution canadiens privilégient toujours plus les grandes marques, les très grandes marques, les multinationales canadiennes dans ce domaine, ce qui resserre les débouchés pour de l'artisanal et donc diminue le choix possible pour le consommateur. Et c'est là que les auteurs expliquent qu'en fait, c'est de l'autre côté de la frontière qu'il faut aller voir, aller s'inspirer dans le Michigan et l'État de New York, où là, il y a eu une modernisation de la régulation pour la bière artisanale et un meilleur accès au marché, c'est-à-dire à la pénétration dans les supermarchés. Et il y aurait, semble-t-il, là de quoi augmenter la production et la rentabilité de la brasserie artisanale de l'Ontario. Vous voyez comment on peut tirer beaucoup de leçons économiques d'un secteur comme ça qui paraît artisanal, tranquille et qui pourtant connaît en France, on a une beaucoup plus de croissance brasseurs aussi aussi, forte. de brasseurs. Ouais, mais qui rencontre aussi un peu cette phase d'essoufflement parce que c'est difficile effectivement de trouver ensuite des relais de croissance. Et ben merci beaucoup Benahouda, c'était absolument passionnant comme d'habitude. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Quand vous vous intéressez à l'économie du Moyen-Âge, vous apercevez que le commerce extérieur joue un rôle extrêmement fort. Et dans le commerce extérieur, en gros, il y a deux gros produits, les tissus et les épices. Et là, vous avez un livre qui vous explique ce que c'est que le commerce des épices au Moyen-Âge. Alors nous, les épices, c'est ce qu'on met dans la cuisine. Il y a ça. Ça servait beaucoup. C'est les plantes aussi qui servent à se soigner. C'est aussi une utilisation industrielle, si je puis dire, entre guillemets, au Moyen-Âge. La teinturerie, la parfumerie. Et là, vous avez un bouquin qui va vous décrire tous les circuits commerciaux, qui va vous expliquer les différents types d'épices, combien les marchands gagnent, et c'est surtout des produits qui sont surtout consommés par les très riches. C'est un produit de luxe. Vous allez tout apprendre, et alors petite originalité, à la fin il y a un dico où vous avez tous les noms d'épices, vous allez apprendre plein de noms absolument incroyables sur cette histoire des épices au Moyen-Âge. Dorothée Duron, quel est votre dernier choix ? Alors moi je vais complètement à un autre moment de l'histoire, puisque l'histoire d'aujourd'hui est le rapport avec les réseaux sociaux et l'écoute, avec un essai remarquable de Sybille Veil, la patronne de Radio France, qui s'appelle « Au commencement était l'écoute » et qui, après des discussions avec des neuroscientifiques, avec beaucoup de spécialistes, explique ce qui est en train de se passer peut-être dans le cerveau de nos enfants et comment on peut repenser la façon d'écouter. Et d'écouter, c'est apprendre, c'est comme lire. Et c'est vraiment remarquable parce que, d'abord, je suis maman, donc évidemment, moi, ça m'intéresse au premier chef. Mais c'est une nouvelle façon de penser les médias, une nouvelle façon de voir le rapport aux écrans, à la multiplication de l'information, à la hiérarchisation de l'information et la capacité, justement, à véritablement écouter et pas simplement entendre. Et vous voyez que la librairie de l'écho est une émission extrêmement confraternelle, puisque dans la même émission, nous vous avons cité le livre de notre confrère de RTL, Martial You, les années 70. Nous citons maintenant la patronne de Radio France. Évidemment, c'est normal quand ils font des bons livres que nous en parlions. Moi, je vais vous citer le petit opuscule que j'ai trouvé très intéressant, ça m'a passionné. Idées reçues sur l'horlogerie
aux éditions donc Idées reçues, le Cavalier bleu par Patrice Bénard, qui a été délégué général de France Horlogerie. Alors il y a plein de thèmes qui sont abordés, où effectivement on démonte pas mal d'idées reçues, ne serait-ce que cette idée que la patrie de la montre c'est la Suisse. Eh ben non, pas forcément. Et vous verrez, on apprend plein de choses sur l'horlogerie. Les montres, c'est quand même une de nos passions, enfin une des passions des Français, un des objets qu'on aime le plus collectionner. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.